Alors, il est maintenant 11h30. On va pouvoir commencer le webinaire. Merci à tous de vous joindre à nous ce matin pour ce webinaire qui est consacré au test de langue. Et nous avons voulu nous pencher sur un sujet qui est au cœur des problématiques des recruteurs, des formateurs. Ce sont donc ces fameux tests de langue. Et savoir pourquoi les candidats, en fait, aujourd'hui, ils en ont assez des QCM. Et nous allons donc faire un petit tour d'horizon du marché, des solutions qui existent, et puis des différentes problématiques que vous rencontrez en tant que recruteur ou en tant que responsable de formation. Donc je me présente, donc je suis Julie Atlan, je suis Content Manager au sein de la société Easy Recruit et je suis accompagnée aujourd'hui de Erin Douglas, qui est la directrice de notre produit Easy Speaking, mais qui avant toute chose est experte linguistique. Elle connaît le marché des tests de langue comme sa poche et donc nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui vous faire part de cette expertise. Oui, bonjour à tous et à tous. Donc, je suis ravie d'être là pour partager un peu mon expérience et parler des QCM. Alors, le programme aujourd'hui, nous allons voir en deux temps pourquoi aujourd'hui le QCM n'est finalement plus l'avenir des tests de langue. On s'est posé la question et donc on a choisi de prendre à la fois l'expérience recruteur et d'autre part l'expérience candidat. Donc concernant l'expérience recruteur, on va faire ensemble un état du marché des tests de langue qui existe aujourd'hui. Et côté expérience candidat, on va voir ce qui fait aujourd'hui que le QCM a du mal à trouver une place moderne. Dans un deuxième temps, on va voir ce qu'attendre aujourd'hui d'un test de langue quand on est responsable de formation, quand on est recruteur ou quand on est RH de manière un peu plus globale. Et toujours avec ce même angle, expérience recruteur d'une part, expérience candidat de l'autre. Donc, bienvenue à tous et c'est parti. Je laisse Erin introduire le marché des tests de langue aujourd'hui. D'accord. Donc juste pour vous donner une petite, vraiment une brève histoire du marché de tests de langue, on avait montré des exemples des tests et les années, les décennies qui ont été créés. Donc au début, on a commencé le TOEIC qui a été créé dans les années 70. C'était l'un des premiers tests de langue standardisés qui a été créé. Je pense que tout le monde connaît le TOEIC classique qui consiste en listening et reading. C'était le TOEIC original. Ensuite, on a passé dans les années 90 vers des tests, le BULAT par exemple, qui avait un module pour évaluer le niveau d'expression orale. Dans les années 2000, on commence à avoir des tests pour des secteurs spécifiques et on a également des organismes de formation qui commencent à adapter leurs tests sur papier sur des tests en ligne, mais quand même des QCM. Donc, ce qu'on avait constaté, c'est quand même depuis les années 2000, dans les 20 dernières années, il y a très peu d'innovation dans les tests de langue. Donc, on commence à se poser la question, mais en fait, quelle est la prochaine version, quelle est la nouvelle génération, quelles sont les innovations à voir dans ce marché? Et parmi les différents tests que vous avez vus, oui, on a deux types de tests sur le marché. On a des tests standardisés, comme le TOEIC, comme le BULAT, comme le test Bright. L'idée de ces tests, c'est qu'ils sont certifiants. Donc souvent ces tests, les candidats ou les collaborateurs vont aller dans un centre de test pour les passer, qui doivent être certifiés, certifiants plutôt et sécurisés. Donc souvent ces tests consistent en QCM papier ou en ligne, mais quand même réalisés dans un centre de test. De temps en temps, des fois, il y a un test de niveau oral des candidats, peut-être pas.
Et sur l'autre côté, on a des tests de langue qui sont proposés par les organismes de formation eux-mêmes. En fait, parce que le besoin pour les organismes de formation est un peu différent, c'est vraiment orienté vers la formation. Les tests standardisés sont utilisés pour la formation, pour les écoles, pour les étudiants qui veulent postuler pour une école de business ou d'ingénieur. Les organismes de formation, par contre, ils avaient besoin de connaître le niveau à l'oral des collaborateurs, des participants dans une formation pour pouvoir constituer des groupes et élaborer un parcours. Et en fait, les tests standardisés ne sont pas adaptés pour ce besoin. Donc, ils ont eux-mêmes créé, souvent, leur test, c'est un QCM en ligne avec en supplément un test oral avec un rendez-vous avec le téléphonique avec le formateur. Donc, juste pour approfondir un peu plus sur ces tests, ce qu'on voit, que ce soit des tests standardisés ou des tests proposés par les organismes de formation, on voit beaucoup de QCM, QCM et QCM. Donc, tout le monde, je pense, connaît le TOEIC. Donc, Listening et Reading, c'est le TOEIC classique, qui est un QCM pur de 2 heures. Il faut aller se déplacer dans un centre de test. Il n'y a pas d'évaluation de niveau oral. Le test Bright, qui est des fois utilisé dans la formation, des fois dans le recrutement, également, c'est un test, c'est un QCM pur. C'est un QCM pur d'1 heure qui doit être fait soit dans un centre de test ou sinon sur le site de l'employeur. Et là, c'est un peu le même. C'est un test, c'est un QCM également plutôt utilisé en Belgique. Le BULATS, c'est un QCM également dans un centre de test. Il y a un module supplémentaire qui peut être acheté pour évaluer le niveau d'expression orale en entretien physique. YesNU, je pense que peut-être si vous êtes dans le domaine de la formation, vous connaissez YesNU. Nous avons utilisé, juste cité à titre d'exemple, d'un organisme de formation un peu reconnu sur le marché. Et comment ça marche, en fait, un test proposé par un organisme de formation, c'est également un QCM de 45 minutes, suivi d'un appel téléphonique avec un formateur chez l'organisme de formation. Donc, effectivement, on commence à avoir dans certains tests des évaluations de niveau oral, mais on voit toujours beaucoup de QCM. On a cité en fait, il y avait une étude Lingrid qui a été faite l'année dernière, en fait, sur justement ces 2 catégories de tests de langue. Ce qu'ils ont constaté, c'est que les tests standardisés sont quand même le bon point, c'est qu'ils sont objectifs, ils sont certifiants, mais par contre, il y a quand même une lacune qui est, ils ne sont pas destinés à évaluer les compétences pour un contexte professionnel, pour la formation, pour pouvoir évaluer le niveau oral des candidats, des collaborateurs, ou pour montrer un retour sur investissement dans la formation. Donc, il y a quand même un élément manquant dans les tests standardisés. Alors, on s'est posé la question de savoir finalement pourquoi ce QCM, il est utilisé partout, alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'il complexifie plutôt l'expérience des RH. Parce que si on se pose vraiment sur les enjeux derrière un test de langue, et qui sont finalement remplis par le QCM, c'est la vérification d'identité. Parce que bien sûr, pour un RH, il a besoin d'être sûr que le candidat qui va réaliser le test de langue, c'est bien le candidat en question. Bien entendu, anti-triche, puisque l'idée, c'est pas d'avoir une mauvaise utilisation in fine de la langue. Donc pour cela, les QCM, ils sont obligés de faire se déplacer les candidats, ce qui nécessite généralement une organisation assez lourde. Alors, je vois sur le chat que vous avez quelques soucis de connexion. Je ne sais pas est-ce que ça va mieux? J'ai l'impression que ça va à peu près mieux pour tout le monde.
on va reprendre. Concernant également la pertinence et la consistance du test, un QCM, finalement, pour qu'il soit assez pertinent, il est fondé sur un très grand nombre de questions. Puisque bien sûr, on ne va pas évaluer un candidat sur 5 questions de QCM, donc il faut quand même qu'il soit assez long. Et parfois, ces questions sont peu adaptées pour évaluer un niveau de langue, puisque, vous le savez, un niveau de langue, ce sont 4 compétences. Les compétences linguistiques qui sont la compréhension orale et la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Donc, bien entendu, pour l'expression, c'est compliqué d'évaluer un niveau à partir d'un QCM, mais nous y reviendrons. Et puis bien sûr, ce qui est important pour un RH, c'est d'avoir des résultats assez rapides, parce que quand il va faire passer un test de langue à un candidat, il a besoin d'être assez réactif dans son processus de recrutement, et donc il a besoin d'avoir des résultats très rapides. Alors bien entendu, les résultats à un QCM sont très rapides, puisque la correction se fait automatiquement la plupart du temps par une machine, mais bien entendu c'est contrebalancé par la lenteur du processus en amont, qui fait que le recruteur a dû faire se déplacer le candidat, prendre un rendez-vous avec l'organisme qui fait faire le test. Donc voilà, tout ce temps-là contrebalance un peu la rapidité des résultats d'un QCM. Et puis finalement, le QCM, qu'est-ce que c'est finalement? C'est long, puisque comme on vous le disait, pour évaluer un niveau qui soit quelque peu pertinent, il faut beaucoup de questions. Donc en général, Erin nous le disait tout à l'heure, c'est entre 1 heure, 1h30, parfois même 2 heures pour certains organismes. C'est quelque peu ennuyeux, même si les candidats ont l'occasion de faire beaucoup de QCM dans leur vie, que ce soit dans les études ou même par la suite pour ce genre de test. Cocher des cases et toujours des cases, c'est pas forcément très... ça ne rend pas le test très sympathique. Et puis bien entendu, puisque un QCM n'est pas adapté pour évaluer l'intégralité des compétences linguistiques, on peut dire finalement que le QCM est peu représentatif par rapport au niveau de langue et pourra très bien évaluer un candidat qui a répondu parfaitement au QCM parce qu'il a l'habitude des QCM, mais n'est pas forcément au niveau qui est demandé. À l'inverse, un candidat complètement bilingue pourra rater un QCM et se retrouver donc dans une situation où il sera sous-évalué. Erin, qu'en est-il pour le candidat? Oui, exactement. Donc oui, pour le candidat, l'expérience candidat auquel les recruteurs sont très très sensibles. Effectivement, de se rendre disponible 2 à 3 heures. Souvent, quand il faut se déplacer dans un centre de test, il faut se rendre disponible au milieu d'une journée de travail. Donc, pour un candidat qui doit quitter son lieu de travail au milieu de journée, poser une demi-journée, pour aller passer un test de langue, c'est pas possible. Donc, en plus, il a le temps de déplacement. Même pour les collaborateurs, donc ils n'ont pas en fait, que peut-être l'employeur va leur permettre de se déplacer dans un centre de test pendant une demi-journée pour faire une certification fin de formation ou certification de mobilité. Quand même, c'est une perte de productivité pour le collaborateur. Donc, il doit quitter doit s'absenter pendant une demi-journée. Et c'est pas très agréable pour lui. Souvent, ce qui est marrant, c'est qu'on va se déplacer dans un centre de test pour faire le test depuis un PC. Et on se pose la question, mais est-ce qu'on ne peut pas juste passer le test en fait, chez nous, au bureau, où on n'a pas besoin de s'absenter? Et encore une fois, c'est pas très sympa de passer 2-3 heures, et même 1 heure à cocher des cases. Il y a très peu de variété pour le candidat ou pour le collaborateur avec ce genre de format.
Donc, j'espère qu'on va voir des meilleures innovations dans l'avenir, donc en 2018, en 2019. Donc, on va aborder qu'est-ce qui est l'avenir des tests de langue. Alors, pour cela, on a réalisé chez EasyRecruit, en partenariat avec YouGov, l'année dernière, un baromètre des niveaux de langue en entreprise. Et on avait demandé dans un premier temps au RH quels étaient les usages des langues en entreprise. Alors, les usages qui reviennent le plus souvent sont bien entendu les conversations téléphoniques pour pouvoir échanger, que ce soit avec des partenaires, des clients ou avec des collaborateurs quand on est dans une entreprise internationale avec des équipes qui se trouvent à l'étranger. La réception et l'envoi d'emails également, toujours dans cette dynamique de communication avec l'interne ou avec l'externe. L'accueil d'étrangers, très simplement, donc soit des collaborateurs venus d'un bureau à l'international, soit des clients qu'on va rencontrer directement, donc un échange oral direct et visuel. Et bien entendu, les échanges et les négociations avec des clients fournisseurs qui sont la représentation globale finalement de ces trois usages. Donc, ce qu'on voit bien entendu dans ces usages, c'est que l'anglais, l'espagnol, peu importe la langue utilisée aujourd'hui dans les entreprises, elle est utilisée principalement à vocation de communication orale, donc les conversations téléphoniques et les accueils, les négociations et les échanges en physique, mais également sur tout ce qui va être la compréhension et l'expression écrite, la réception et l'envoi d'emails notamment. Et on leur a demandé également, si l'usage des langues est si important dans une entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr que vos collaborateurs ou vos futurs collaborateurs seront en mesure de répondre à ces différents usages? Et là, on a eu des résultats assez surprenants, puisque même si un dirigeant sur deux ou responsable interrogé considère que leur niveau de collaborateur, le niveau des collaborateurs a déjà nui à la bonne conduite d'un projet, ils sont pourtant 40% à s'en tenir à une conversation orale informelle lors de l'entretien d'embauche. Donc, en ce qui concerne l'évaluation, il y a seulement 28% des recruteurs qui aujourd'hui font passer des tests pour certifier du niveau de langue de leurs candidats ou de leurs futurs collaborateurs. Il y en a 27% d'entre eux qui se fient uniquement au diplôme ou aux mentions sur les CV. Alors, je pense que vous êtes tous dans le cas d'avoir déjà eu entre les mains un CV où le niveau d'anglais est courant, bilingue, tout niveau de tous les jours. Enfin, il y a tout un tas de dénominations pour les mentions et ça donne rarement un niveau fixe pour le candidat. Donc aujourd'hui, évaluer le niveau de langue dans une entreprise, on s'aperçoit que ça devient vraiment une nécessité pour que les collaborateurs puissent mettre en avant leur niveau dans les usages de tous les jours, l'envoi des mails, les conversations, les communications. Et à ce titre-là, l'étude Lingwed que l'on citait tout à l'heure a également demandé aux gestionnaires de formation, mais finalement leurs réponses peuvent être également attribuées aux recruteurs, puisque une évaluation linguistique dans un process de formation comme dans un process de recrutement, pour eux, elle doit être précise et fiable à 90%. Ça doit être simple à organiser, comme on le voyait tout à l'heure, c'est parfois très chronophage d'organiser des sessions d'évaluation du niveau de langue. Elles doivent être en ligne. Alors là, bien entendu, on est en 2018 et la notion de test en ligne, elle est primordiale. Et sans oublier d'inclure une évaluation humaine pour les compétences orales et écrites. Effectivement, aujourd'hui, pour évaluer un niveau de langue, il est encore difficile de se passer d'un humain qui va pouvoir évaluer à l'oral comment le candidat s'exprime, quels sont les mots qu'il utilise.
et également en termes de rédaction, la façon dont il peut rédiger des écrits en anglais, en allemand, peu importe les langues. Mais alors, finalement, que veulent vraiment les recruteurs en 2018, Erin? Oui, exactement. On dit les recruteurs, mais c'est également pour les responsables de formation et les responsables de mobilité. En fait, c'est le contexte professionnel qui exige que les évaluations linguistiques, les tests qu'on utilise sont adaptés à un contexte de business. C'est pas que un QCM qui évalue le niveau de vocabulaire business, mais vraiment, comme on a vu avec le baromètre qu'on avait fait sur les besoins des entreprises en anglais, en langue, c'est qu'il y a beaucoup des besoins en expression, donc expression orale, expression écrite, et donc on a besoin des tests, des évaluations qui sont adaptées à évaluer ces compétences, les compétences d'expression orale, les compétences d'expression écrite. Également, je pense qu'on a les recruteurs ou les responsables de formation ils ont besoin d'avoir des démarches, des process faciles, rapides à organiser, qui a le minimum de relance, qui garde quand même un process court. Courte pour les recruteurs, c'est critique parce qu'il faut à la fin avoir le niveau de langue de ce candidat pour pouvoir prendre une décision. Est-ce que je continue avec mon process de recrutement avec ce candidat ou pas? Pour un responsable de formation, c'est j'ai besoin de connaître le niveau d'anglais d'une population, des personnes qui vont participer à une formation. Et avant la formation peut démarrer, j'ai besoin de savoir quand même, dans pas très longtemps, quel est le niveau de tous ces participants pour pouvoir constituer des groupes, pour ne pas retarder la formation. Des résultats fiables, bien sûr, il faut que les résultats montrent quelles sont les vraies compétences du candidat, les vraies compétences du collaborateur. Pour le candidat, pour pouvoir prendre une décision, est-ce que j'embauche le candidat ou pas? Pour un responsable de formation, des résultats fiables sont essentiels pour savoir est-ce que la formation a réussi? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que le collaborateur a progressé? Est-ce que c'était un bon investissement, cette formation pour ce collaborateur? Des tests sécurisés, bien sûr, c'est un enjeu qui est encore plus important dans le recrutement parce que avec les enjeux d'une embauche à la fin d'un processus de recrutement, on a malheureusement des candidats qui essaient de tricher, qui ne sont pas très à l'aise avec leur niveau de langue et donc qui vont, s'ils ont l'opportunité, qui vont essayer de tricher. Et on revient à l'évaluation humaine qui est en ce moment critique pour évaluer le niveau d'expression orale et écrite. Pour le moment, on n'a pas une machine qui peut faire ce genre d'évaluation de façon fiable. Et si on a des évaluations qui ne sont pas très fiables, les risques d'une mauvaise évaluation sont plutôt élevés. Comme j'avais évoqué avant, pour un responsable de formation, une mauvaise évaluation à la fin d'une formation ou au début d'une formation a des conséquences sur le ROI, le retour sur investissement de la formation. Donc, ça veut dire que peut-être le collaborateur n'a pas progressé et effectivement il a progressé ou l'inverse. Pour le recruteur, les enjeux sont encore plus élevés parce qu'on risque d'avoir un erreur de casting si jamais on a surévalué le candidat ou il y a également peut-être un coût supplémentaire si on a embauché un candidat qui n'a pas, en fin de compte, quand il commence à faire le travail, le niveau qu'on avait pensé. Donc après, il faut revenir vers le responsable de formation pour dire maintenant, on a besoin de former ce collaborateur, on n'avait pas prévu de former parce qu'on avait pensé qu'il avait un niveau au-dessus. On a le même problème en cas de sous-évaluation pour le recruteur. C'est que si on pense qu'il a un niveau inférieur à son niveau réel, on risque de manquer un bon profil. Et dans le recrutement, dans certains types de postes, il y a des métiers très tendus, c'est la guerre des talents, et donc on ne peut pas, avec certains types de métiers, se permettre de manquer un bon profil. Et
On commence à être maintenant dans une phase de transformation digitale. Donc, si vous imaginez, vous êtes un senior manager ou vous postulez pour un poste de senior manager dans un grand cabinet de conseil. Donc, le cabinet de conseil, leur marque employeur exige qu'il veut montrer la société comme une société digitale, moderne, fun, avec du télétravail. Donc, ils ont fait un effort, cette cabinet de conseil. Vous entrez dans les locaux, vous voyez des vidéolabs, des robots, des salles de détente, toutes pour vous attirer en tant que senior manager pour rejoindre l'entreprise. Donc, ça, c'est toutes les solutions et toutes les attractions de la société pour attirer les meilleurs candidats. Et le recruteur vous dit, OK, merci d'être venu, on va faire un entretien. Et après, je vais vous accompagner dans une salle juste à côté pour passer votre évaluation d'anglais, pour évaluer votre niveau d'anglais. Et vous voyez dans cette salle un ordinateur avec un QCM en ligne. C'est pas tout à fait le même image que la société va donner à vous, le senior manager, sur l'un côté très digital, très moderne, et sur l'autre côté, un test un peu démodé. Et encore plus, on a donné un exemple d'un QCM sur un PC, mais en fait, on passe même au-delà des PC, des ordinateurs, et on a la jeune génération qui utilise les téléphones mobiles tous les jours et en fait qui ont des attentes de pouvoir acheter des choses sur Amazon sur mobile, postuler à une offre sur leur mobile, faire du e-learning sur leur mobile. Et donc, on passe même sur le mobile. Donc, la question se pose, les tests de langue, normalement, doivent aussi venir sur le mobile et plus sur l'ordinateur. Et puis, dans la lignée de tout ça, vous avez, si un jour vous avez passé un test de langue, vous vous êtes probablement déjà retrouvé devant une photo avec une série de questions QCM en dessous, vous demandant de décrire la photo. Donc, where is the fax machine? Et là, on vous propose on the desk, to the right of the computer, to the left of the computer, and it is 2018. Nobody uses fax machine anymore. Voilà, tout ça pour vous montrer que le QCM, aujourd'hui, il a ses limites. Il a ses limites parce que ce n'est plus un objet moderne et justement, et qu'il ne va pas forcément en lien avec ce qu'attendent les candidats ou les collaborateurs. Parce que ce que vous vous êtes dit en voyant cette première question de QCM, peut-être, c'est qu'avant toute chose, c'était pas très sympa, c'est pas nouveau. Ces QCM, on les connaît depuis maintenant, comme on le voyait en début de webinaire, depuis les années 70. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les questions qui reviennent sont souvent les mêmes. Globalement, ce sont des tests qui sont assez contraignants puisque, comme vous le disait Erin, la plupart du temps, pour réaliser un QCM, on a besoin de vérifier votre identité et donc il faut vous déplacer dans un centre de test. Il faut prendre rendez-vous pour aller dans ce centre de test et donc ça prend en général une demi-journée. Donc aujourd'hui, les candidats, ils veulent vraiment des tests qui soient le moins contraignants possible. Bien entendu, se retrouver dans une salle avec 10 ou 20 autres participants, ça peut être assez stressant et assez déstabilisant. Le fait de cocher des cases aussi inlassablement. Donc aujourd'hui, les candidats et les collaborateurs aspirent à une expérience qui soit un peu plus adaptée à leur rythme de tous les jours, un peu moins stressant. C'est pas toujours simple pour quelqu'un, notamment quelqu'un qui a un faible niveau d'anglais, de devoir passer ces différents tests. Donc, ils attendent quelque chose de peu stressant. Bien entendu, des résultats qu'ils vont pouvoir valoriser, des résultats fiables. Alors, c'est le cas par exemple avec le TOEIC qui a mis une sorte d'échelle qui parle alors effectivement aux écoles, puisque la plupart des candidats aux écoles, on leur demande un niveau TOEIC ou TOEFL. Aujourd'hui, une entreprise, elle va
moins demander un niveau au niveau TOEIC. Et puis, c'est surtout un niveau qui n'est pas scalable par rapport à d'autres tests. Ça veut dire qu'une partie de vos candidats vont peut-être avoir fait le TOEIC, mais la deuxième partie va sans doute avoir fait un BULAT ou un Bright qui ont, eux, d'autres échelles de notation. Donc, ils veulent des résultats qui soient valorisables, bien entendu qui soient fiables et qu'ils puissent démontrer à n'importe quelle entreprise qui dira « Ah, ben vous avez ce niveau d'anglais A1, B1 ou C1 et qui va pouvoir exactement tout de suite savoir si ça va pouvoir correspondre avec son entreprise. » Et bien entendu, Erin l'évoquait, le mobile, il est incontournable aujourd'hui pour un candidat ou un collaborateur au niveau expérience de pouvoir pratiquer un test depuis son mobile. Et donc, c'est exactement pour ces raisons et pour ces enjeux qu'on avait conçu le test Easy Speaking. Le test Easy Speaking, c'était vraiment pour prioriser l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Donc, avec ce test, on utilise la vidéo, la technologie vidéo, pour évaluer le niveau d'expression orale des candidats. Et on évalue également, en fait, le niveau d'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale, mais le vrai plus, c'est le côté vidéo pour évaluer le niveau d'expression orale. Donc, la vidéo, ça sert à deux objectifs. Donc, justement, l'évaluation du niveau d'expression orale. Ça permet également des candidats et des collaborateurs de faire le test de où ils veulent, quand ils veulent, à un moment de leur convenance, sans prendre rendez-vous, de chez eux, de leur bureau, parce que avec la vidéo, ils sont surveillés et on utilise la vidéo également pour faire une identification des candidats pour être sûr que le candidat, le collaborateur que vous avez invité au test est bien celui qui a passé le test. Et donc, à cet objectif, on prend une photo avec le webcam et on va vous envoyer sur le bilan. Donc, la vidéo, c'est pour l'expression orale, mais c'est aussi pour sécuriser le test, pour que le test peut être fait facilement à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Ce test également, en fait, les évaluateurs se connectent également en ligne pour évaluer le test. Donc, il y a des évaluateurs humains derrière le test qui vont évaluer le niveau d'expression orale, le niveau d'expression écrite. Et cette année, on vient de lancer l'application mobile pour que le candidat puisse vraiment faire le test de n'importe quel device. Et juste pour peut-être revenir sur le slide précédente, en fait, pour le recruteur, pour le responsable de formation, ils ont également une plateforme auquel ils puissent inviter des candidats, des collaborateurs. C'est très facile, ils peuvent faire dans 2 clics. Ils ont leur espace, ils vont saisir le nom, le prénom, l'adresse mail du candidat, du collaborateur. Après, une invitation par SMS et par mail va être déclenchée. Et donc, le collaborateur, le candidat va recevoir par mail l'invitation avec les liens vers l'application web auquel ils peuvent connecter ou l'application mobile auquel ils peuvent connecter sur Android et sur Apple. Donc, il va dans 20 minutes faire un test d'expression orale, d'expression écrite, de compréhension orale. Vraiment, l'idée de ce test, c'était de garder un format très court, mais quand même fiable, parce qu'il y a des évaluateurs humains derrière qui évaluent le niveau d'expression du candidat. Ensuite, après que le candidat, au bout de 20 minutes, il a fini son test, le test va être envoyé vers nos évaluateurs qui vont corriger dans 48 heures ou moins. Et le recruteur, le responsable de formation va recevoir les résultats, donc une synthèse détaillée après 48 heures, selon le niveau CECRL, qui est le cadre européen de référence pour les langues. Donc c'est vraiment un standard reconnu en Europe sur le marché. Alors Erin, on a une question de Vincent qui nous dit « Quid des données personnelles du candidat Est-ce qu'il donne son accord pour filmer ?» Et l'image envoyée dans le rapport est-elle prise aléatoirement pendant la vidéo? Oui.
Donc, exactement, avec l'RGDPD, GDPR en anglais, cette année, effectivement, nous avons mis en place une politique de protection des données des candidats, parce qu'effectivement, on les filme et on les enregistre. Donc, il y a des liens dans les mails et dans le parcours où le candidat doit accepter qu'on va le filmer et qu'on va l'enregistrer sa voix. Et il peut nous contacter, il y a des liens où il peut nous contacter pour avoir ces données, pouvoir modifier ces données. Donc, on est tout à fait compliant avec l'RGDPD. Et sur la question, le candidat, le photo qui est pris du candidat, il est pris à un moment inconnu par le candidat pendant le test. Donc, effectivement, il ne peut pas savoir à quel moment, par exemple, il va demander à son ami de quitter la salle pour qu'on va prendre la photo. Donc, c'est vraiment... on avait trouvé ça un moyen efficace de savoir et de vérifier que c'était bien le candidat qu'on avait invité au test qui a réalisé le test. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Irine et moi sommes à votre disposition pour y répondre, que ce soit bien entendu sur la façon dont vous pratiquez aujourd'hui l'évaluation des tests de langue, si vous êtes en formation, si vous êtes en recrutement, si vous avez également des expériences à nous faire partager, vous avez le chat. N'hésitez pas, nous sommes à l'écoute de vos différentes questions. Alors Vincent nous demande s'il est possible de relier une campagne EasyRecruit avec un questionnaire. Donc j'imagine que la question est en lien avec donc notre solution d'entretien vidéo différé et s'il est possible de relier le test Easy Speaking dans une campagne d'entretien vidéo différé. D'accord, donc pour le moment, Easy Speaking et EasyRecruit sont disponibles les deux sur la même plateforme. Mais pour le moment, Easy Speaking n'est pas intégré intégralement dans une campagne en lui-même. Sur combien de langues est-ce que l'on propose des tests Easy Speaking? Oui, donc j'avais évoqué beaucoup l'anglais parce que effectivement 80% des tests Easy Speaking en fait sont des tests anglais, mais on propose actuellement 9 langues. Donc l'anglais, français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, le néerlandais, le mandarin et l'arabe. Et avant la fin de ce mois-ci, on aura également 4 langues en plus, donc la russe, le japonais, le coréen et le cantonais. Alors, on nous demande également si nous avons uniquement des tests de langue. Alors le produit Easy Speaking effectivement est dédié aux tests de langue, mais de manière plus large chez EasyRecruit, nous proposons bien entendu toute une gamme de solutions adaptées aux recruteurs et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer un message suite au webinaire. Alors, on nous demande si EasyRecruit est une solution qui permet de passer uniquement des entretiens ou est-ce qu'on peut passer également des tests? Alors, donc là, vous allez un tout petit peu plus loin que le scope du sujet aujourd'hui, mais je vais vous y répondre. On peut effectivement passer des tests, profiter de la solution EasyRecruit comme une solution de test, puisque toutes les questions liées à l'entretien vidéo différé sont personnalisables par les utilisateurs. Donc, on peut tout à fait adapter la solution EasyRecruit avec différentes questions qui soient plus en lien avec des questions spécifiques sur un niveau de langue, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas l'évaluation qui est faite par la suite par Intercountry, comme vous le disait Irine, dans le cadre d'Easy Speaking. Et bien entendu, pour rebondir aussi sur la version mobile et pour faire le lien avec la question de Vincent sur le fait de filmer les candidats,
Erin et l'équipe ont eu l'excellente idée d'appliquer un filtre sur la vidéo afin que les candidats soient moins déstabilisés par la prise de vidéo, que ce soit sur le téléphone bien entendu ou sur l'ordinateur. Donc ça permet aux candidats d'être moins stressés par le fait de devoir se filmer et de devoir se voir à l'écran. Oui, exactement. Tout le monde a l'air beau avec le filtre. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Il nous reste 5 minutes. Donc, nous restons à votre écoute et si toutefois vous avez des questions suite au webinaire, surtout n'hésitez pas à revenir vers vous. La présentation sera envoyée bien entendu aux différents participants, ainsi que le replay du webinaire qui sera disponible dans les prochains jours. Vincent nous demande également si l'on déploie le système de test à d'autres sujets que les langues. Alors c'est une très bonne question. Si toutefois vous avez des besoins ou des envies à ce sujet-là, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'autres types de tests, mais chez Easy Recrue, nous avons à cœur de répondre aux problématiques des recruteurs et des responsables de la formation. Donc, on sera tout à fait à l'écoute de différents sujets si besoin. Alors, apparemment, d'autres types de tests pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nos experts qui seront ravis de pouvoir en discuter avec vous. Il y a une dernière question qui est en train d'être formulée. Si une société vous communique son besoin pour faire d'autres sujets, d'autres tests, est-ce que c'est possible? Écoutez, on est de toute façon, comme on vous disait, à l'écoute de vos besoins. Donc, il est tout à fait possible d'en discuter et de voir si nous avons la possibilité d'aller plus loin pour répondre à vos besoins. Merci Vincent pour ce petit mot, merci Nice pour votre contribution. Merci à tous. Si vous n'avez pas de nouvelles questions, on va pouvoir clôturer le webinaire. On reste bien sûr, comme on vous le disait, à votre disposition avec Erin. Merci pour votre participation. De si bon matin.